tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le thème de la digitalisation dans les ressources humaines et plus globalement dans l'entreprise. On commence tout de suite avec le sommaire. Les principes de la digitalisation, on commencera évidemment par les principes et les définitions et la définition de la digitalisation. Pourquoi utiliser un SIRH, avec quelle stratégie, avec quelle priorité et surtout avec quel impact. Donc, comme je vous le disais, nous allons d'abord commencer par une définition. La digitalisation des RH, c'est une transformation totale de l'entreprise qui oblige à une totale réinvention du business model d'une organisation et par conséquent de son organisation. C'est bien sûr tout ce qu'on verra tout au long de la vidéo. La digitalisation n'est donc pas simplement le passage au numérique des outils de communication, il oblige à repenser complètement la façon dont tout le monde travaille, chaque individu, et à repenser également au pourquoi de ce travail et quel est l'impact à terme sur les métiers. Évidemment, ce sont des exemples sur lesquels on reviendra tout au long de la vidéo, puisque ce sont des sujets essentiels et des priorités pour l'ensemble des entreprises depuis au moins un an, depuis le début de la pandémie. Sur cette cartographie réalisée par Conviction RH en 2018, vous avez une représentation des acteurs des ressources humaines dans le monde. On commence de suite avec les acteurs au centre de la carto, qui sont en fait les acteurs qui sont capables de gérer une multitude de thématiques RH dans un seul et même SIRH. Pour info, un SIRH, c'est un système d'information en ressources humaines. C'est la définition officielle. Au centre de cette cartographie, vous avez donc les ERP-RH. Ce sont de gros logiciels qui sont capables de gérer une multitude de sujets, de thématiques et qui sont capables finalement de brasser énormément de données. On a notamment Oracle, ADP, Cegid, IBM, Sage, Metaphor, Workday. On aurait pu ajouter également Talentsoft qui a cette capacité à gérer une multitude de thématiques RH avec un même logiciel. Je vous propose une première description de la cartographie avec en haut à gauche la gestion administrative et paye. Et on commence avec la dématérialisation. Plus on s'éloigne du centre de la cartographie, plus les acteurs seront spécialisés. Rassurez-vous, on ne va pas faire l'ensemble des logos qui sont ici. Je prendrai simplement quelques exemples qui sont assez marquants et qui correspondent également à la définition que j'ai donnée préalablement lorsque j'indiquais que la digitalisation était une refonte complète du business model. Et en premier lieu, dans la gestion administrative et la paye, dans la partie dématérialisation, j'aimerais m'arrêter sur l'exemple de Digipost, qui est d'après moi un exemple majeur de transformation digitale. La particularité d'une entreprise comme La Poste en France, c'est des dizaines de milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de facteurs à travers la France qui distribuent le courrier à vélo et qui sont donc par définition peu ou pas au centre de traitement ou dans les bureaux ou avec les professionnels des ressources humaines. Ceci étant, les facteurs ont quand même la nécessité d'accéder à une information venant de leur entreprise, mais ajoutons les horaires décalés. Les facteurs commencent en général très tôt, vers 5 ou 6 heures, pour terminer leur journée au bout de 7 ou 8 heures de travail, c'est-à-dire vers 13 ou 14 heures. Forcément, ces horaires décalés les empêchent d'avoir accès là aussi aux informations de bureaux classiques. C'est une vraie problématique pour La Poste. Et comme vous le savez tous, il y a 4-5 ans, les agences bancaires se sont mis à vendre des téléphones portables, des téléphones mobiles ainsi que des forfaits. Et La Poste a en fait décidé d'utiliser la flotte de téléphones mobiles, de smartphones dont ils pouvaient disposer pour les distribuer à l'ensemble des facteurs, leur permettant ainsi d'avoir à la fois un smartphone et l'application Digipost qui est apparue sur la carto. La grande particularité de cette application RH, Digipost, c'est qu'elle permet aux facteurs de connaître leurs congés, de faire des demandes de congés, de gérer leur bulletin de salaire, d'avoir un coffre-fort numérique, etc., etc. Donc, La Poste a fait des contraintes en termes d'horaire, de décalage, de contraintes géographiques finalement, a fait de cette contrainte une véritable force, un véritable avantage concurrentiel en créant une application mobile dédiée à ses collaborateurs et notamment à ses facteurs. Et La Poste ne s'est pas arrêtée là. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a proposé ensuite à d'autres entreprises de taille similaire, à la Caisse des dépôts, à la SNCF, à énormément d'entreprises publiques ou privées,
d'utiliser Digipost, son application à disposition pour gérer les profils RH des collaborateurs directement en digital. Finalement, cette capacité qu'a eu la Poste à s'adapter en proposant une application mobile disponible pour l'ensemble de ses collaborateurs et ensuite d'être allé commercialiser cette application, c'est clairement une transformation de business model, c'est clairement une adaptation majeure de ce qu'est capable de faire une grande entreprise comme la Poste, et c'est une innovation qui change le fonctionnement de l'entreprise et des entreprises. Lorsque vous travaillez, encore une fois, sur la cartographie et que vous arrivez toujours sur le centre de gestion administrative et paye et que vous allez sur la partie contrôle et déclaratif, vous avez la DSN qui sert notamment à envoyer l'ensemble des déclarations sociales de l'entreprise aux administrations telles que l'URSSAF, telles que les différentes, que la CAF, voilà. La DSN permet de transmettre de façon numérique l'ensemble des informations de l'entreprise directement vers les administrations, de manière chartée et numérique. Les accidents du travail et les maladies professionnelles ont également des outils spécifiques. On utilise aussi des CRM parfois pour gérer la relation avec les personnes qu'on appelle les clients internes. Entendez là, en fait, les collaborateurs ou les salariés. Et afin d'avoir une gestion qui soit complètement personnalisée, les entreprises peuvent utiliser notamment des standards au niveau des départements RH. Lorsque le collaborateur appelle, l'assistante RH ou le chargé RH a l'ensemble de la fiche du collaborateur, connaît son historique, son dossier, son ancienneté, et ça permet notamment dans les grandes entreprises de gérer facilement les collaborateurs avec un accueil personnalisé. En ce qui concerne le digital RH, évidemment, c'est une grosse tendance des 5-10 dernières années. On a la capacité de travailler de manière asynchrone, de partager sa vie de bureau à d'autres collègues géographiquement éloignés. Et tout ça, ça crée des interactions et ça crée une forme de cohésion à distance. Alors évidemment, à mettre en perspective et à relativiser avec la période de confinement qu'on a connue depuis 12 mois. Et globalement, ces outils-là ont permis de partager des moments de vie qui n'étaient pas disponibles autrement. Les médias sociaux, évidemment, là, il y aurait pas mal de choses à dire, notamment sur des outils comme Viadeo, comme Facebook, ou Twitter. Je vous propose qu'on s'arrête sur LinkedIn, parce que LinkedIn a une triple particularité, c'est qu'à la fois, elle permet aux personnes d'être recrutées, aux collaborateurs et aux candidats d'être recrutés avec un profil travaillé ou moins d'ailleurs. Elle permet aux recruteurs donc, de recruter et de réaliser des opérations de sourcing avec des bases de données du monde entier, avec des profils extrêmement variés. Donc, il y a une licence pour LinkedIn Recruiter. Il y a également la possibilité de se former avec la première licence premium de LinkedIn. Vous avez accès à InLearning, qui est en fait un outil de formation avec des évaluations, avec des cours donnés par des entreprises et des organismes de formation du monde entier. Et finalement, ces outils vous permettent de continuer d'apprendre, de vous former dans le temps sur les sujets qui vous intéressent, aussi variés soient-ils. Et pour terminer, en fait, LinkedIn, c'est aussi et surtout pour les entreprises, pour les écoles, un moyen de rayonner et de faire vivre leur marque employeur auprès des candidats qu'elles souhaiteraient chasser. Voilà pour l'aspect RH de LinkedIn. Les job boards et les outils de sourcing sont là aussi assez connus des professionnels des ressources humaines. On citera QuelJobs, Monster, Cadreo. En fait, tous ces outils ont une utilisation assez simple finalement. Vous publiez une offre d'emploi, vous publiez votre CV et un recruteur ou un candidat vient répondre soit à l'offre évidemment, soit au CV que vous avez déposé. Il existe également des outils de multiposting qui vous permettent notamment de publier en une fois plusieurs posts, plusieurs propositions de jobs sur plusieurs réseaux et ça fait gagner un temps bien évidemment monumental. Je vous propose qu'on passe maintenant à la gestion des talents, après la partie recrutement. Il existe des logiciels d'engagement, de gestion des talents, parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'assez spécifique dans les entreprises de pouvoir gérer complètement et intégralement le parcours d'un candidat qu'on aurait identifié comme étant
à haut potentiel pour l'entreprise ou pouvant évoluer assez rapidement. Ensuite, on continue toujours sur cette carto, sur l'aspect formation. Et dans cette partie formation, en fait, vous avez l'ensemble des LCMS et des LMS. LMS voulant dire Learning Management System. Le Learning Management System va vraiment vous permettre de suivre des cours de learning, des cours en ligne, soit directement avec un professeur, soit la plupart du temps, lorsqu'on entend e-learning, ça correspond surtout à des machines sur lesquelles on peut apprendre les langues notamment, mais aussi tout un tas de sujets techniques qui nécessitent l'acquisition de connaissances. Les LCMS, en revanche, eux, permettent de créer des cours en plus de pouvoir les diffuser. Donc, c'est des sujets assez techniques et c'est en général réservé aux professionnels de la formation, mais ce sont des thèmes qui sont amenés à revenir, que je vous invite à découvrir. La rémunération et la mobilité internationale. Alors, je vous invite à vous interroger à pourquoi en fait, la partie rémunération et mobilité n'est pas classée au même endroit que la paye et la gestion administrative, pour une raison simple, c'est que la politique de rémunération est bien évidemment différente de la gestion administrative qu'on appelle aussi, et de la paye qu'on appelle aussi le corps RH. La rémunération et la mobilité en fait, peuvent être gérées avec des outils comme Atlas, comme Herring. Ce sont des outils dédiés à la politique de rémunération qu'on va mettre en place. La différence entre la paye et la politique de rémunération est très simple. La paye, c'est un bulletin de paye que vous éditez chaque mois et qui varie en fonction de l'impact légal, des cotisations ou autres, alors que la politique de rémunération, c'est l'ensemble des actions de rémunération que vous allez mettre en place et des stratégies que vous allez mettre en place pour motiver, pour fédérer, pour engager. Je pense notamment aux primes annuelles, aux primes de performance, etc. On continue et on arrive sur la partie BI RH. Donc, la BI RH, qu'est-ce que c'est? C'est la business intelligence appliquée aux ressources humaines. Donc, la business intelligence, c'est la capacité qu'on a à transformer des données en informations qui elles-mêmes seront transformées en outils d'aide à la décision. Donc, en fait, la BI RH, c'est simplement en fait, étudier la donnée collaborateur, étudier ce qui se passe dans l'entreprise pour ensuite être capable de gérer les collaborateurs et de les piloter au mieux. Ensuite, on va avoir la GTA. Et la GTA, c'est la gestion des temps, la gestion des temps et administrative, il me semble. Quoi qu'il en soit, la GTA, c'est la gestion qui permet de savoir comment les collaborateurs travaillent, comment on peut les gérer par projet. Et la GTA, donc la définition que je voulais vous donner à l'instant, c'est la gestion des temps et des absences. Finalement, c'est aussi gérer les projets, c'est aussi gérer la performance, que d'être capable de comprendre comment un individu travaille dans votre entreprise. Donc, sans forcément que ce soit du flicage ou du minutage de collaborateurs, notamment lorsqu'il s'agit de travailler à distance, mais en tout cas, avoir conscience du temps et du temps qu'on passe sur chacune des missions et des tâches qu'on réalise, finalement, c'est une façon d'être plus performant au quotidien que je vous invite vraiment à étudier. Là aussi, c'est important. La cartographie n'est plus disponible en ligne. Vous pourrez peut-être la trouver sur le site de Conviction RH qui l'a réalisée en 2018. Pourquoi utiliser un SIRH? Parce qu'un employé passe plus de 50 minutes par jour à rechercher des informations et consacre 40 à 70% de son temps à la gestion et à la diffusion de documents, ce qui est considérable. Et tout le monde se reconnaît dans ces chiffres-là. On sait qu'on passe énormément de temps à essayer de retrouver les informations qu'on a rangées sur son ordinateur, dans le cloud, et à les transmettre ensuite par mail et à retrouver dans sa boîte mail les bons échanges. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait perdre énormément de temps et donc qui nous empêche d'être efficace, qui nous coûte de l'énergie. Donc, je vous invite vraiment à avoir une gestion ordonnée de vos ressources humaines, bien entendu, mais de l'ensemble de vos dossiers, qu'il s'agisse d'utiliser un logiciel pour ça ou non. Les mots d'ordre sont clairement la simplification et l'automatisation grâce à la centralisation des données. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que normalement, le digital est censé simplifier la gestion de l'ensemble des données collaborateurs pour qu'elles soient accessibles en permanence et diffusées notamment aux managers ou aux parties prenantes de l'entreprise.
Cette nouvelle organisation conduit à une meilleure fluidité des échanges entre les collaborateurs, les managers et les responsables RH. Grâce à l'accès au partage immédiat des données du personnel, comme les contrats de travail, les avenants et les fiches de paye, finalement, les échanges se font de manière beaucoup plus fluide. Alors, on arrive au point stratégique. Quel logiciel choisir? Quand on a vu la carto et l'amplitude des logiciels disponibles, en fait, on se rend compte qu'on peut opter pour deux stratégies lorsqu'on veut implémenter un SIRH chez soi. Je vais prendre un exemple. J'ai une entreprise de 50 collaborateurs et j'ai trois besoins. Je souhaite gérer la formation, gérer la paye et gérer mes recrutements. Trois besoins finalement assez classiques. J'ai le choix entre utiliser un logiciel spécialiste pour la formation, un autre spécialisé pour la paye et un autre spécialisé pour la gestion du recrutement. Très bien. La problématique que je vais avoir lorsque je vais utiliser ces logiciels, c'est premièrement la compatibilité entre les données et la capacité qu'auront les logiciels à communiquer entre eux. Et les données de la paye ne seront pas les mêmes que celles de la formation ni du recrutement. L'harmonisation de ces données sera alors possible, mais pourra poser de problème. Le gros avantage de ces logiciels-là, c'est que ce sont en général des logiciels qui sont spécialisés et lorsqu'il y a une évolution réglementaire de la formation, de la paye, en général, ces éditeurs sont capables de lancer des correctifs ou en tout cas des modifications sur les outils assez rapidement, ce qui permet finalement d'avoir des outils optimisés et spécialisés dans les domaines qu'on choisit. Maintenant, on peut aussi choisir, comme c'est indiqué ici, des logiciels intégrés, les ERP-RH qu'on a vus au centre de la carto. Ces logiciels sont performants, bien évidemment, sont capables de gérer une multitude de sujets RH, mais ne sont pas spécialisés sur une seule thématique. Ce qui fait que parfois, lorsqu'il y a une évolution, les logiciels peuvent être soit coûteux à modifier, soit un peu longs et manquer de réactivité. Ensuite, je vous propose de réfléchir à la stratégie que vous pourriez avoir lorsque vous mettez en place un SIRH chez vous ou n'importe quel logiciel. Finalement, on est toujours sur une logique d'innovation avec une recherche de performance, de gain de temps et de croissance pour les entreprises. C'est vraiment ce qui transforme les entreprises, c'est cette volonté de performance, c'est cette nécessité aussi de continuer à fonctionner et à exister malgré les conditions que l'on a. C'est aussi donner des conditions de travail à des collaborateurs qui soient en adéquation avec l'année 2021. C'est-à-dire qu'il y a une véritable attente également des futurs collaborateurs à utiliser le digital de façon performante et optimisée pour là aussi être efficace et ne pas avoir l'impression de perdre du temps. Il faut voir aussi que l'utilisation du digital a également un impact sur le management. Lorsqu'on utilise l'essor des nouvelles technologies, des médias sociaux, de la communication, fait qu'aujourd'hui, l'information est disponible en permanence et surtout, chaque individu dans une entreprise peut créer du contenu sur sa société. Typiquement, il y a des sites qui existent comme Glassdoor, par exemple, qui permettent de donner un avis sur la société dans laquelle on a travaillé. Et il y a d'autres sites qui existent qui le font, qui le proposent également en ligne. Et finalement, lorsqu'on a une information par les médias sociaux sur son entreprise, on peut être informé directement par un collègue plutôt que par son manager ou par son directeur. Ce qui n'était absolument pas le cas il y a encore une cinquantaine d'années ou alors dans de rares exceptions. Quoi qu'il en soit, en fait, cette stratégie doit être pensée avec une volonté de mettre en place une véritable politique de changement. La mise en place d'un nouveau logiciel peut perturber les collaborateurs, leurs habitudes, et il faut repenser le but de l'entreprise, le but, la place des collaborateurs, et finalement comment le digital arrive à transformer les choses. Il ne faut pas oublier que le digital, c'est l'invention d'Internet, c'est la troisième révolution anthropologique que notre humanité a connue. Après l'invention de l'écriture, après l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, la troisième révolution anthropologique que l'humanité connaît, c'est l'invention d'Internet. C'est notre capacité, par exemple, à faire une vidéo, là, maintenant, pour échanger, pour discuter, cet échange de quantité de données, d'informations est monumental à l'échelle mondiale et nous a permis d'évoluer ou de régresser sur certains sujets. Quoi qu'il en soit, si on revient à notre sujet de transformation digitale dans les ressources humaines, il ne faut pas oublier qu'il faut penser ces transformations digitales. Et on a rarement pensé notre utilisation du digital au quotidien, qu'il s'agisse de la vie professionnelle ou de la vie personnelle. Lorsqu'on voit des personnes qui utilisent
des téléphones portables très jeunes ou qu'ils les font utiliser à leurs enfants, plutôt, c'est évident qu'on n'a pas de recul sur l'impact des téléphones portables, des écrans utilisés à haute dose comme on le fait en ce moment sur plusieurs générations. On ne sait pas quelles sont les conséquences au niveau cognitif, en termes de concentration, en termes de créativité et tous les impacts sur les soft skills finalement. Le fait d'être sur un écran en permanence, qu'est-ce que ça provoque? On est en train de se rendre compte, notamment avec les étudiants et les cours à distance, que je suis amené aussi à donner en tant que professeur, ça a un impact, très clairement. Quoi qu'il en soit, on continue sur le cours avec la digitalisation des ressources humaines. Évidemment, comme je vous le disais, il y a un impact sur le management, il y a un impact sur le fonctionnement des collaborateurs et leurs liens et leurs relations à la communication. Les collaborateurs, les partenaires, les futurs utilisateurs et les équipes RH doivent être complètement impliqués dans le projet de digitalisation. Sachez que vous aurez toujours un tiers de personnes qui seront plus ou moins réfractaires au projet que vous voudrez mettre en place. Vous avez un tiers de personnes neutres et un tiers de personnes qui ont un véritable engouement pour mettre en place une stratégie. Donc, finalement, et vos innovations. Donc, vous pouvez vous appuyer sur ces différentes parties prenantes que sont les collaborateurs, les partenaires et les futurs utilisateurs directs que vous êtes, notamment les équipes RH. Vous pouvez vous appuyer sur l'ensemble des parties prenantes pour que chacun puisse donner son retour, ses impressions, tout en sachant qu'il y aura forcément les 3 types de réactions lorsque vous proposerez une innovation. Et il faudra être capable de répondre aux différentes problématiques, aux différentes inquiétudes qu'il pourrait y avoir et amener des plans concrets pour les surmonter. Typiquement, en préparant un plan de communication interne, en donnant du sens à vos actions. Ce n'est pas indiqué ici, mais vous pouvez, par exemple, mettre en place un plan d'accompagnement par la formation, par du coaching digital. La FEST, en France notamment, permet de mettre en place des sessions de formation directement sur le poste de travail. Donc, ça démystifie l'accès au digital que d'être formé derrière un ordinateur, un PC, avec les modalités de la FEST. La FEST étant l'action de formation en situation de travail. Un laïus sur la RGPD, donc je vous invite à lire ce qui est indiqué ici. Si ce n'est pas lisible, de toute façon, je peux transmettre le PDF du cours et l'accès à la présentation sur demande. N'hésitez pas à m'écrire sur l'adresse que j'aurai laissée en description. Donc, en fait, juste un mot sur la RGPD, qui est de la réglementation qui a été passée au niveau européen pour réglementer l'accès aux données personnelles, aux données sensibles et aux données critiques des utilisateurs. Donc, en fait, les entreprises, les éditeurs de logiciels, l'ensemble finalement des acteurs qui produisent de la donnée, qui la conservent, qui utilisent les données sur les collaborateurs ou même de manière générale, sont soumis à cette réglementation européenne qui est effective dans les 27 pays. Ici, l'idée, c'était de rappeler que finalement, la digitalisation doit être accompagnée par l'ensemble des parties prenantes. La direction des ressources humaines, les chargés et être transmis aux collaborateurs de façon à ce qu'ils puissent se l'approprier de façon collaborative et participative. C'est encore la meilleure façon que les transformations que vous souhaitez opérer fonctionnent. Un dernier mot sur les priorités des ressources humaines. Ici, en fait, vous avez l'ensemble des priorités qui ont été éditées par OBA en 2018. En fait, vous avez ici donc, les priorités en général des ressources humaines. Bien évidemment, ça ne prend pas en compte l'évolution qu'on a pu connaître ces 12 derniers mois, mais vous avez tout de même la transformation RH, la carrière et la mobilité, le learning et le développement, la communication dans les ressources humaines, le sourcing et le recrutement, les outils et les modes de travail, notamment les modes de travail d'itération, de créativité, d'aménagement d'espace, les flex office, le travail à distance, bien évidemment. Et vous avez aussi le HR Analytics avec la BI dont on a parlé tout à l'heure. On fera un focus sur cette priorité à liker, à partager cette vidéo si vous avez aimé. En attendant, il est temps pour moi de vous souhaiter